Bonsoir. 3 mois déjà que les nouveaux exécutifs communaux sont aux affaires. 3 mois que leurs actions sur le terrain sont dictées par la lutte contre le coronavirus. Mais 3 mois aussi qui permettent de savoir si le nouveau cadre légal de gestion des communes est effectif dans notre pays. L'accélération de la décentralisation qui a fait l'objet de beaucoup de discours ces derniers mois est-elle perceptible dans les mairies ? 3 mois après, il est temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le quotidien des villes et communes camerounaises ? Débat ouvert ce soir dans Actualité Hebdo avec notre invité Albert Anissé Akoa, maire de la commune de Ngoulmakong dans la région du Sud et vice-président des CVUC, les communes et villes unies du Cameroun. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Alors, y a-t-il du bon à être maire aujourd'hui au Cameroun par ces temps de décentralisation? Je répondrai par la positive. Il est bon d'être maire aujourd'hui au Cameroun, surtout en ces moments de décentralisation. Alors, vous comprenez pourquoi certains élus, au Parlement notamment, quittent l'Assemblée nationale en ce moment pour se consacrer à leur mairie? J'avoue que je ne peux pas expliquer ce mouvement migratoire, mais je pense que l'activité au niveau de la commune est alléchante, elle est passionnante, elle permet d'être véritablement au service de ses citoyens à la base. Peut-être que cet éloignement, l'hémicycle étant un peu plus loin au niveau national et la commune plus proche des populations, qui fait rentrer certains. Mais ce n'est pas un reproche si quelqu'un est député et qui pense qu'être maire, il peut mieux servir sa localité que d'être député. Ce qu'on dit, c'est que maire donne plus d'argent que député. C'est de ça qu'il s'agit? Nous ne l'avons pas encore vu aujourd'hui, mais je pense qu'en termes de densité des activités, sans juger de l'importance de l'action parlementaire, je pense qu'être maire, c'est véritablement vivre au quotidien le changement de sa localité, de ses populations. Mais vraiment, chacun a son couloir. Et je crois que autant il est important d'être député, parce qu'on va légiférer, parce qu'on va défendre des causes importantes qui ont un impact au niveau local, qui donnent même des instruments aux communes pour qu'elles soient plus opérationnelles, plus à l'aise. Je crois que les deux ne sont pas à opposer. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe-là? Tout le monde, notamment les élites, tout le monde se plaint de ce que c'est difficile de gérer les mairies, notamment les mairies de l'arrière-pays, mais toutes les élites veulent quand même être quelque part dans un exécutif communal. Qu'est-ce qui attire les gens vers la mairie? Je pense très humblement qu'il s'agit là du nouvel intérêt que porte la collectivité territoriale décentralisée qu'on appelle la mairie. Il faut avouer qu'ayant la chance d'avoir été maire depuis 2002, qu'il y avait un engouement moins en train que ce qu'on observe aujourd'hui. Il y a effectivement un engouement incroyable. Tout le monde veut être maire. Entre guillemets, de l'élite, de tous ceux qui sont allés se battre en ville, qui ont de gros diplômes, qui ont de grandes activités, un retour massif vers les collectivités parce qu'ils pensent qu'ils peuvent être utiles. Ça, c'est d'un. Je crois aussi qu'il y a un intérêt parce que le nouveau cadre légal donne plus de visibilité à la commune aujourd'hui, plus de marge de manœuvre pour un changement local efficient. Je crois que ça peut être un des arguments. Il y a aussi, ce n'est pas toutes les catégories d'élite qui veulent faire un retour massif vers faire l'exode urbain, mais aller plutôt au village. Je crois qu'il y a aussi l'argument du fait que d'autres, se sentant proches de la retraite, pensent qu'ils pourront être utiles pour changer un peu de banquette, d'être utiles au niveau de la collectivité. Et puis, il faut aussi saluer la démocratie qui a pris beaucoup de tonus. Et la plupart des citoyens s'intéressent à leur localité, au développement de leur localité et veulent participer en tant que citoyens. C'est sur le plan local que la démocratie se joue véritablement. La démocratie se joue intensément au niveau local. Quand vous regardez, même quand vous regardez le fonctionnement des partis politiques, au sommet, c'est un peu stratégique, des grandes négociations, le ficelage des stratégies, mais tout se joue au niveau du terrain. Un parti qui n'a pas de base locale, il faut bien dire que celui-là sera fragile. Autant on a une base large, autant on peut se considérer comme solide. Donc, le niveau local est devenu un enjeu.
Monsieur Albert Anissé Akoa, maire de la commune de Ngoulmakong, vice-président des CVUC, les communes et villes unies du Cameroun. Merci de répondre ainsi à nos questions. En bonne place aussi, les questions des internautes rassemblées par Elvis Mbimba, auxquelles vous devrez apporter réponse tout à l'heure. Toujours dans cette émission, les annonces gouvernementales sur la décentralisation. Parole tout à l'heure à l'inspecteur général du ministère de la décentralisation et du développement local. La semaine politique et sociale racontée par nos chroniqueurs. Le Parlement en session à Yaoundé. La prestation de serment du professeur Joseph Oona comme nouveau membre du Conseil constitutionnel. La lutte contre le coronavirus. Le plan triennal spécial jeunes, entre autres sujets qui seront développés tout à l'heure. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. A tout de suite. Alors, Monsieur le maire, à peine, on va dire, installé, pouvoir pris au sein des mairies, voici donc arrive le coronavirus. Au-delà des discours, si j'ose dire, de Yaoundé, en zone rurale, si on prend le cas d'Ngoulmakong, comment ça se passe exactement? Disons que cette pandémie est arrivée de manière tout à fait imprévue, comme un couperet. Et tout de suite après les annonces au niveau de la primature, les préfets et les gouverneurs ont pris le relais. Le préfet a convoqué des réunions, tout de suite des réunions d'urgence. Et je crois que le lendemain de la réunion de monsieur le préfet de Lamvila, le sous-préfet de Ngoulmakong et tous ses collaborateurs, le maire et ses collaborateurs, nous avons tenu une réunion de crise pour savoir quelles sont les premières actions à mener. Je pense que nous avons été assez proactifs parce que tout de suite nous avons mis en place une équipe d'agents communaux à qui nous avons fait des formations express pour déjà retenir les 13 mesures. 13 mesures à respecter et que ces mesures soient traduites en langue locale, mieux comprises en français et traduites en langue locale. Et nous avons fait tout de suite aussi la production de ces affiches multipliées parce que chez nous, ce n'est pas la ville qui est la seule entité. Il y a les villages. Nous avons 53 villages et nous n'avons pas laissé nos villages à la merci du coronavirus. Nous avons commencé aussi par le centre urbain, notamment les grandes agglomérations, le marché, la gare routière, les services publics, les établissements scolaires. Et donc, voilà comment, dès le lendemain matin, nous avons commencé la sensibilisation sur le terrain, en disant aux gens, c'est grave, prenez au sérieux, c'est arrivé. Alors, sur les établissements scolaires, par exemple, il y a, quand on a annoncé la reprise des classes, beaucoup ont, on va dire comme ça, ont eu peur de ce que, cela pourrait être dangereux pour les enfants. Mais on a eu l'impression que c'est un discours qui concernait en réalité la zone urbaine. Dans la ruralité, comment est-ce que ça s'est passé? Ça semblait être plus serein de votre côté? Dans les villages, notamment avec les opérations de décontamination, ce qu'on appelle aussi désinfection, mais mon médecin m'a dit qu'on appelle ça décontamination, pour parler comme eux. Et nous avons pris la peine de décontaminer chaque établissement scolaire, en commençant par les établissements de la ville qui ont une forte concentration d'élèves. Et puis nous sommes allés dans les établissements primaires et maternels. Et quoique sachant que ce n'est pas tout le monde qui reprend, on a dit que c'était les classes d'examen, moyenne 2, classe de 3e, première et terminale. Nous avons fait ce travail-là. Nous n'avons pas cherché à comprendre que, quand vous regardez la loi confère notre travail au niveau des établissements primaires et maternels. Les établissements secondaires relèvent de la région. Ça, c'est ce que la loi dit. Donc, nous, les maires ne se sont pas dit non, les établissements secondaires... Vous avez tout fait? Nous avons tout fait. Parce que c'est bien nos enfants qui sont dans ces établissements. C'est bien les Camerounais et les enseignants qui sont dans ces établissements secondaires. Et quand on est en situation de crise, de pandémie, on ne réfléchit pas trop logiquement. Il s'agit de mener une lutte pour sauver les populations. Alors, cette pandémie arrive, on est en quasi début d'exercice budgétaire. La question c'est, où est-ce que vous avez trouvé les moyens, où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Et surtout, d'autant plus que ce n'était pas du tout prévu
Nous n'avions pas prévu que nous allions acheter des thermoflash, des caisses de masques, des caisses des grandes buses pour lavage des mains, des tonneaux de chlore et autres, des thermonébulisateurs et autres pour que nous puissions mener une lutte efficace, habiller ces animateurs-là qui vont aller décontaminer les villages. Donc ça a permis de se remobiliser autrement. D'autres sont même allés à trouver de l'argent ailleurs, dans leur banque, demander des avances, parce que les CAC ne viennent pas toujours à temps. Les centimes additionnels. Les centimes additionnels communaux ne viennent pas toujours à temps. Donc les maires effectivement se sont pliés en quatre pour pouvoir répondre et être au front. Et nous ici, nous pouvons dire au nom de tous mes collègues maires, et en tant que vice-président national, de dire merci à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a reconnu, qui nous a félicité, qui a reconnu l'action des collectivités territoriales décentralisées dans cette lutte. Alors, et qui dit merci en redemande, vous dites merci, et en même temps, vous le regardez encore, en lui disant... Nous le regardons même encore un peu plus sérieusement, parce que nous nous disons, voilà, nous avons mobilisé des moyens sur ce qui n'était pas prévu. Et il y a même une bonne partie de la fiscalité locale qui a été baissée pour qu'on puisse permettre au secteur informel, aux petits commerçants, aux opérateurs économiques de résister à la crise, à cette pandémie. Donc, et du coup, la trésorerie, quand on regarde de manière globale, c'est plus de 2,5 milliards qui vont chuter. Les CAC même vont connaître une baisse de plus de 40 milliards de francs. Donc tout cela aura un impact sérieux dans le fonctionnement des collectivités. C'est pour ça que nous ne pouvons que nous retourner du côté du gouvernement central, et notre tutelle, c'est-à-dire le Mindevel, est bien avec nous là-dedans, parce que nous sommes... C'est-à-dire que c'est qui dit merci en redemande. En redemande. Nous avons besoin certainement de cet appui qui pourra permettre à la commune de rester debout et de continuer auprès du gouvernement cette lutte contre cette terrible pandémie. Le constat justement, c'est que les communes, avant même le Covid-19, les communes sont sérieusement endettées d'une manière générale. Est-ce que, à la faveur justement, on va dire, de la lutte contre le Covid-19 et tout cela, on trouve des moyens de faire en sorte que peut-être cette dette-là soit plus basse désormais? Je pense que c'est l'opportunité qu'il faut saisir avec la Direction générale des impôts, le ministère des Finances, la primature, le Mindevel, la CNPS, le FECOM, tous les acteurs de la chaîne de la décentralisation devraient s'asseoir pour dire, au moment où la commune est porteuse de beaucoup d'espoir et qu'elle est un enjeu véritable pour l'accélération de la décentralisation, il serait de bon ton, en tout cas judicieux, pour que tous réfléchissent dans la voie de pouvoir permettre à la commune de rester debout et d'être véritablement, de relever le défi de la décentralisation. Parce que les annonces ont porté beaucoup d'espoir. Et la décentralisation est véritablement une chance. Nous ne devons pas compromettre cette chance-là. Est-ce que vous pensez que le gouvernement vous entend ce genre de discours? Oui, je ne serais pas méchant de dire non. Je pense que le gouvernement entend. Et le gouvernement a d'ailleurs intérêt à entendre. Parce que c'est aussi une précision qu'il faut faire. La décentralisation est voulue par le gouvernement. C'est le gouvernement qui a autorisé la décentralisation, le président de la République. Et notamment le Conseil national de décentralisation sous la présidence de M. le Premier ministre, le Conseil interministériel sous la présidence du Mindevel, c'est l'État. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est un coup de force. C'est la volonté de vouloir travailler autrement, d'amener la résolution des solutions au niveau de la base, de délester un peu le niveau stratégique et le niveau central pour donner plus d'opportunités à la base, à travers la commune, pour que les citoyens travaillent de manière participative et prennent en main leur propre développement. Je crois que si on comprend les choses ainsi, il y va plutôt de l'intérêt du gouvernement d'accélérer la décentralisation pour que le travail se faisant à la base, et se faisant bien à la base, les populations satisfaites du fait de voir le changement local, le changement social, de voir leurs problèmes résolus, de voir comment ils sont impliqués au quotidien à la résolution de leurs problèmes,
de première nécessité, de routes, d'écoles, de santé, et tout ce que vous pouvez imaginer au milieu rural, je crois que cela va permettre au gouvernement de travailler sereinement et de vaquer à d'autres choses plus stratégiques. Donc c'est parfois le discours qui est sourd entre certains qui ne comprennent pas très bien de quel côté se situent les enjeux, à vouloir opposer le gouvernement et les collectivités, alors que la collectivité qu'on appelle la commune ou la région, c'est des instruments mis en place par l'État pour mieux servir la nation. Monsieur le maire d'Ngoulmakan, je vous propose de suivre l'inspecteur général du ministère de la décentralisation et du développement local, le professeur Jean-Claude de Tchewa, qui parle de la gestion de la dotation générale de la décentralisation, nous en reparlerons tout à l'heure, ainsi que du cumul des fonctions et des mandats de certains maires. Il est au micro de Séverin Alekambele. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées a arrêté le principe du non-cumul. C'est un principe. Mais c'est un principe qui, pour sa mise en œuvre, nécessite un ensemble de données, des données qui sont en cours de collecte actuellement par la direction des ressources humaines des collectivités territoriales décentralisées. Dès lors que ces données seront collectées, rassemblées, étudiées, le ministre réagira en fonction des orientations qui sont clairement données par le Code général des collectivités territoriales décentralisées, à savoir pas de cumul. Ce sera cela. De même, pour la question de l'obligation de résidence, elle se pose également. C'est une question qui va être adressée dès lors que toutes les données seront à la disposition de Monsieur le ministre. Le ministre a commencé de manière méthodique en demandant à ses élus de se prononcer, de donner des indications par rapport à leur statut. C'est en l'absence de ces données que le ministre a donc instruit la collecte de ces données pour pouvoir réagir. Il s'agit d'une démarche qui est méthodique et qui permettra au ministre d'agir efficacement. Pas d'affaiblir la loi, non, mais d'agir dans le sens des indications de la loi. Pas de cumul, c'est ce que dit la loi. Revenons sur la DGD et précisons que la DGD, c'est la dotation générale de la décentralisation qui finance partiellement la décentralisation. Et donc, dans cette dotation générale de la décentralisation, outre la rubrique de 3 milliards de francs destinés au paiement des salaires, il y a donc cette rubrique qui consistait à offrir à toutes les communes de la République un montant de 100 millions de francs. 100 millions de francs dans le but justement de booster le développement au niveau local. Et il s'est agi d'une réponse qu'a apporté le président de la République à une sollicitation constante des élus locaux qui se plaignaient de ce qu'ils n'interviennent pas dans le choix des projets à financer. Et là, par rapport à ces 100 millions, on le leur a donné en leur disant ces 100 millions de francs vont financer prioritairement les projets inscrits dans votre PCD, Plan communal de développement. C'est un plan qui est conçu de manière participative avec les populations, qui permet aux populations de dire, pour nous cette année, la priorité, c'est la construction d'un stade de football. Pour nous, la priorité, c'est l'aménagement d'une voirie. Et tout cela est inscrit dans le plan communal de développement. Et les 100 000 francs, justement, viennent financer ce type de programme. Et les populations et les maires ne diront plus qu'ils n'ont pas décidé du choix du projet. Parce qu'ils disaient, les choix de projet se font à Yaoundé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils le font et financent sur la base de ces 100 millions. Et vous verrez que les communes ont été libres d'arrêter des projets sur la base de leur PCD. Il y a une évaluation qui est en train d'être faite des 100 millions qui ont été utilisés l'année dernière. Donc, il y aura une base de données dans laquelle on retrouvera désormais l'ensemble des projets qui ont été financés par ces 100 millions-là et évidemment les difficultés que certaines communes ont rencontrées dans l'utilisation des 100 millions. Il s'agissait de financer en réalité des projets matures. Certaines communes n'ayant pas de projet mature ont dû rencontrer quelques difficultés. Tout cela sera contenu dans le rapport que prépare en ce moment le ministère de la décentralisation et du développement local.
Alors, monsieur le maire, Goulmakong a-t-il eu ces 100 millions? Goulmakong, effectivement, a eu ces 100 millions, comme toutes les communes du Cameroun. Et qu'est-ce qu'on en a fait exactement? Cela a été planifié, budgétisé, et c'est revenu sous forme de programme d'investissement affiché à la commune et qui est en train d'être acté actuellement sur le terrain. Ça veut dire que nous avons notre commission interne de passation des marchés qui passe tous ces projets. Et ces projets sont revenus en deux rubriques. Il y a une base financée par le budget d'investissement de l'État et le deuxième volet financé par le volet Mindevel à travers cette dotation générale de la décentralisation DGD. Et comme nous venons de l'entendre, monsieur l'inspecteur général, le professeur Chewa, il s'est agi, ce n'est pas des projets qui sont tombés du ciel. Il s'agit de présenter devant une commission budgétaire venue de Yaoundé au niveau central, d'aller soutenir les projets de la localité, notamment avec des dossiers maturés. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire je vais faire un puits sans présenter des devis techniques validés et légalisés par les sectoriels techniques du secteur de l'eau, du secteur de l'énergie, les écoles, la route. Tout ce que vous présentez désormais comme projet doit être maturé. Sinon, ça ne passe pas. Et donc, ces projets ont été effectivement planifiés et budgétisés. Et ces projets, vous avez demandé tout à l'heure les 3 mois, qu'est-ce qu'on en a fait. Voilà, d'une des phases, c'était que dans chaque département et chaque région, il y a une espèce d'émulation, de compétition entre les mairies et entre même les arrondissements et les départements pour voir le niveau de consommation du budget et des réalisations des projets. Donc on peut dire que les 100 millions pour chaque mairie, ça a eu un impact réel. Réel, entièrement programmé dans les projets, dans plusieurs secteurs, le secteur de l'eau, secteur des infrastructures marchandes, secteur de l'électrification rurale, secteur des routes, le secteur de l'éducation de base, secteur de la santé. Donc tout cela a été budgétisé aujourd'hui. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on a envoyé dans les caisses des mairies. C'est des documents, ce n'est pas de l'argent. Parce que ça aussi, il faut le dire. La compréhension que l'homme... C'est-à-dire que ce n'était pas des espèces sonnantes et trébuchantes. On vous a envoyé 100 millions. C'est comme s'il y en a qui se font casser les murs pensant que les 100 millions sont dans la caisse du receveur municipal. Non, non, c'est venu sous forme de documents comptables et de projets. Et quand la commission interne passe ces projets-là, on les réalise, on les paye, le prestataire fait ses dossiers et ça va se faire payer à la trésorerie générale. Par qui de droit? Donc, à la limite, le maire est maître d'ouvrage, il a à côté de lui une commission interne de passation des marchés, et voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est des fonds publics qui sont gérés comme tels? Comme tels, absolument. Alors, décentralisation encore, on entendait là tout à l'heure l'inspecteur général, cette loi qui fait également obligation aux maires d'avoir résidence sur place, c'est vraiment appliqué? Bon, ils vont voir comment ça sera appliqué, comment c'est appliqué. Je voulais vous faire une image. Me voilà à Yaoundé avec vous. Absolument. Je ne suis pas en Goulmakong. On ne vous interdit pas de voyager. Très bien. Parce que les autres confondent assignation à résidence et résidence. Le maire est un homme libre, un très haut responsable, parce qu'il est chargé du devenir, de la transformation sociale et du devenir de ses citoyens au niveau local. Les autres maires du Cameroun ont pensé que je devrais les représenter au niveau de la structure nationale. J'ai des défis à relever, j'ai des enjeux, j'ai des dossiers à faire à côté de mon ministère de tutelle, de la primature, des différents organes de la décentralisation. Et je ne peux le faire qu'en venant de temps en temps travailler avec eux. Donc tout ça, il faut que ce soit compris dans le sens de la responsabilisation. Parce que ce n'est pas de l'infantilisation. L'obligation de résidence n'est pas une sorte de mise en prison. Pas du tout. Mais il faut même comprendre, faire une lecture positive de cette loi. Parce que, contrairement à ce que je viens de développer, il peut aussi s'avérer qu'il y a un côté pervers de ceux qui pensent qu'ils vont gérer la mairie au téléphone ou par le Zoom, par vos instruments modernes d'informatique. Donc, le coronavirus, la pandémie nous a permis de voir un peu l'engouement que j'ai observé. J'ai la chance d'avoir vécu plusieurs mandats. Mais l'engouement que j'ai observé,
l'emprise sur la population, le degré d'implication, d'involving des populations par rapport à leurs affaires locales est tel qu'aujourd'hui, le maire qui n'est pas proche, qui n'est pas présent, va se faire éjecter. Il ne se fera jamais réélire. Il ne mettra pas long. Donc il faut être présent, il faut s'organiser de manière à ce que la commune soit véritablement gouvernée. Reparlons encore de cet endettement des communes camerounaises. Au niveau des communes et villes unies du Cameroun, est-ce qu'il y a une réflexion globale qui est menée là-dessus? Et est-ce que, si on peut dire, il y a un document qui a été présenté au gouvernement sur comment est-ce qu'on sort de cette impasse-là? Disons que nous avons commis plusieurs documents au niveau des CVUC. L'un des documents, c'était le plaidoyer pour l'augmentation des ressources en vue d'accélérer la décentralisation. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec la main au cœur, merci parce que ce document a porté des fruits. Les annonces de 15% ne sont pas venues du ciel. C'est un travail conjoint entre le gouvernement central et les CVUC. Ça, c'est vraiment un résultat positif. Nos collègues doivent en être fiers. Et bien d'autres encore comme les salaires. Bon, maintenant, il y a le problème de la dette. Il y a des plateformes qui ont été mises en place. Il y a la plateforme sur la dette de la CNPS, où vous avez la CNPS, le FECOM et les CVUC, pour travailler et voir comment bien travailler et résoudre le problème de la dette sociale des collectivités territoriales. Il y a une autre plateforme aussi, un observatoire, qui travaille avec la Direction générale des impôts pour apurer, voir comment apurer la dette des communes. Bon, maintenant, au-delà de ça, avec le ministère de la décentralisation et du développement local, il y a aussi des démarches qui sont faites. Nous avons assisté, je dévoile aucun secret, nous avons assisté le 6 juin dernier à la primature à une réunion de haut niveau où la question de la dette des communes a été posée au centre de la table, notamment la dette fiscale avec la direction des impôts. Il y a plus de 6 milliards de dettes fiscales et aujourd'hui on se dit avec l'arrivée de la pandémie, ça va encore alourdir la fragilité des communes. Et comment faire? Cette dette-là, avant l'arrivée de la pandémie, c'est la responsabilité de qui? La responsabilité est partagée. Moi, je dis toujours, humblement, quand on parle de gouvernance, il s'agit de ne pas faire de la proclamation de la gouvernance. Ce n'est pas du catéchisme où chacun apprend à faire sa prière, son angélus, mais contrairement au catéchisme, la gouvernance doit s'accompagner de la mise en place des outils de gouvernance. La mise en place des outils, elle est très importante. Comment on peut faire aujourd'hui pour qu'on ne tombe plus à cette situation où les communes se retrouvent endettées sur le plan social? Parce que l'impression qu'on a eue, c'est qu'à un moment donné, les communes, dont les maires, se sont retrouvés en train de faire n'importe quoi, entre guillemets, sans être véritablement contrôlés. Ça me fait souvent sourire. Je n'ai jamais vu une corporation où tout le monde traite de n'importe quoi. Parce que le maire est facilement qualifié de n'importe quoi. Et ça, vraiment, je pense que c'est une profession sérieuse. Vous voyez un maire en train de faire n'importe quoi des fonds publics. Ceux qui le font savent à quoi ils s'en tiennent. Mais est-ce que le maire marche avec une mallette d'argent? Il y a des institutions qu'on a mises en place. Il y a des recettes municipales, il y a des postes comptables. Tout ce monde doit jouer son rôle. Le maire est ordonnateur. Il mandate. Et pour mandater un salaire, il n'y a pas de salaire que dans votre bulletin de solde. Il y a une partie CNPS, il y a une partie impôt. Alors, c'est la totalité de tout ça qui fait un salaire. Mais alors, comment cela n'est-il pas reversé, justement? Voilà. Il peut donc arriver, le maire n'étant pas chef de poste comptable, il peut donc arriver que, parce que le poids de la pression sociale des salaires, la masse salariale est grande, il peut s'avérer que celui qui est gestionnaire de cette caisse se dise « je paye d'abord les salaires pour éviter des mouvements sociaux, après je paye la dette sociale au niveau de la CNPS. » Mais il peut maintenant arriver qu'il y ait des inconvénients et qu'on trouve. Nous, on pense plutôt qu'au lieu de s'accuser, de dire c'est tel qui a tort, c'est tel qui a raison, il faut mettre en place ce que j'appelle des mécanismes, des outils de gouvernance. Imaginez-vous, comment fait-on pour allouer des salaires aux fonctionnaires? Ce n'est pas le receveur
financier de la CRTV qui vous coupe les impôts. C'est coupé à la source, monsieur Chérif. C'est coupé à la source. Pourquoi un système qui fonctionne à la fonction publique ne pourrait pas fonctionner à la fonction publique locale? Parce que c'est aussi ça. Il y a des domaines. On a fait de la décentralisation pour que ça ne surprenne personne. Qu'en pleine décentralisation, le vice-président de CVUC demande qu'on recentralise la gestion des impôts. Ce serait paradoxal. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que justement, on parle de la concomitance. Quand l'État transfère, il peut concomitamment faire ce qu'il pense mieux maîtriser pour qu'il y ait fonctionnement. Parce qu'il ne s'agit pas de piéger les communes. Il s'agit de voir aujourd'hui, quand nous transférons... Vous êtes d'accord que tout soit coupé à la source et qu'on vous donne simplement ce qui doit vous permettre... Je prends l'exemple des CAC. Les maires font certainement partie du CONAFI, le Comité national des finances locales, où on fait la répartition des CAC. Mais cette répartition se fait au niveau national. Et alloué dont on fait comme qui envoie dans les communes. Quand on fait ces retenues CNPS, ou bien retenue ces femmes, qui est devenue la NASLA, retenue BUNEC, retenue CVUC. Ce n'est pas chaque commune qui défalque une fois l'argent reçu pour envoyer à la NASLA. C'est fait à la source. C'est fait, pris à la source. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose? Pourquoi ne ferait-on pas la même chose pour la CNPS? Pourquoi ne ferait-on pas la même chose pour la DGI? Voilà, c'est tout. Ces deux paramètres. On fait pour le BUNEC, on fait pour la NASLA. Vous l'avez proposé au gouvernement? Nous l'avons proposé. Nous l'avons proposé. Et nous pensons que ça va éliminer une série de contrôles qui, à la limite, alourdissent la machine de fonctionnement et des impôts et des communes. Et jette justement la suspicion sur les maires. Voilà. Au lieu de continuer à faire de la suspicion, je crois que la décentralisation appelle plutôt à ce que j'appelle de la responsabilisation. On n'est pas en train de s'espionner. On n'est pas en train de soupçonner tout le temps les autres. Parce que, je suis désolé, il n'y a pas encore un appareil qui mesure le patriotisme. Mais monsieur le maire. Tout le monde est patriote. Absolument. Et tout le monde devait respecter l'autre, chacun à son poste. Je pense que quand on accepte d'être maire, on se donne entièrement à la tâche pour sa société. Donc il y a une marge de responsabilisation qu'on devrait donner aux maires, au lieu qu'ils soient traités tout le temps comme des pantins. Monsieur le maire, est-ce que toutes les mairies sont véritablement viables, si l'on ose dire? Il y a des mairies ici qui sont riches, entre guillemets, mais on en connaît aussi qui n'en mènent pas large du tout. Il serait prétentieux pour moi de penser que toutes les mairies sont viables. Sinon, c'est parce qu'on n'est justement pas viable qu'on se bat tous les jours pour changer le cours des choses. Il y a des mairies plus riches, il y a d'autres encore extrêmement pauvres. Et ça, c'est une réalité de chez nous. Parce que, tenez-vous tranquille, il y a encore des zones dans notre pays où on peut faire 2 semaines sans voir un véhicule. Il y a des gens qui portent encore des sacs de ciment sur la tête pour aller construire leur maison et qui passent qui prennent la pirogue pour transporter le ciment et aller se faire construire une maison. Donc je pense que les défis sont énormes. Chaque mairie, à travers son plan communal de développement, réfléchit et rêve de son changement, de son développement. Donc il y a des mairies effectivement qui sont costaudes financièrement. Je ne vais pas en citer, mais vous pouvez deviner. On ne va pas faire des jaloux. Pour ne pas faire des jaloux. Il y a des mairies très costaudes et d'autres qui rament et demandent et tendent la main pour pouvoir qu'on les aide à se mettre debout, à être des mairies dignes de notre pays. C'est pour ça que je dis que la décentralisation est une chance pour les collectivités. Imaginez-vous, si on donnait à chaque commune, et chaque année pendant 5 ans, ou même 4 ans, la 5e année étant une année d'évaluation, 1,5 milliard pour qu'ils changent leur localité, qu'ils apportent le bien-être. C'est le maçon au pied du mur. Vous voyez? Ça veut dire qu'on va contribuer ainsi à pouvoir permettre aux mairies de façon pas égale, mais au moins équitable. Vous savez que parfois, il y avait des projets, une répartition des investissements qui étaient à tête chercheuse. Pendant que d'autres ont 800 millions, d'autres ont seulement 52 millions.
La décentralisation vient résoudre ce problème-là. Cette décentralisation, notamment à travers la DGD, telle que nous avons fait le plaidoyer auprès de l'État central, viendra résoudre ce problème. Et je pense que la dotation telle qu'elle est donnée et l'amélioration de la fiscalité avec des niches, parce qu'il y a beaucoup de niches que les communes peuvent exploiter à travers le nouveau code général pour créer de l'argent qui existe au profit de l'État, pas seulement au profit des communes. Je ne vais pas citer des projets parce que nous sommes en train de préparer des projets que nous allons mettre sur la table du gouvernement pour qu'on voit ensemble comment améliorer le devenir des communes, comment renforcer le financement des communes et pour que les communes ne soient pas simplement totalement dépendantes des CAC. Ne soient pas totalement des sources de problèmes. Voilà, qu'elles soient aussi des sources de solutions. Monsieur le maire, je vous propose à présent de suivre notre semaine politique. Le Parlement, le Conseil constitutionnel, voici la semaine politique de Séverin Alégamé. Une abondante actualité cette semaine au Parlement. Acte 1. Les sénateurs et députés se sont réunis en congrès pour recevoir le serment du professeur Joseph Ouna, nommé membre du Conseil constitutionnel par un décret du président de la République, signé en avril dernier. Une cérémonie chargée de symboles, de par les qualités intrinsèques de l'élu du jour et du rôle du Conseil constitutionnel pour lequel il s'engage. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Acte 2. Avant ce serment, les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont conduit le cérémonial d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2020. Ici et là, les allocutions prononcées par les deux chefs de chambre ont mis en avant l'urgence pour le Parlement, la société civile, de s'associer aux efforts du gouvernement, des efforts qui visent à limiter l'évolution de la maladie à coronavirus. Dans tous les moments où la sécurité nationale est en danger, l'ensemble de la communauté nationale doit faire bloc derrière le gouvernement. L'allocution du très honorable président était multidirectionnelle. Une fois encore, il nous invite à un sens élevé de responsabilité par rapport au sujet brûlant de l'heure, qui est cette pandémie. Il n'a pas manqué de fustiger ceux qui continuent, par leur indiscipline, par leur incrédulité, à faire traîner le spectre d'un mal presque imaginaire en refusant les gestes barrières. Les conséquences de la Covid-19 sont à la fois sociales et économiques. La preuve, en 2020, on parle d'un budget rectificatif. L'un des premiers projets de loi qui va atterrir sur la table des députés, c'est la ratification de l'ordonnance sur la loi de finances 2020. Cette ratification ou cette ordonnance a été mise à cause du Covid-19, donc c'est quelque chose de très sérieux. Cette ordonnance, nous disons qu'elle était nécessaire compte tenu de la conjoncture actuelle. La session de juin en cours s'annonce donc chargée au Parlement. Il y aura le budget rectificatif et bien d'autres projets de loi à regarder. Monsieur le maire, parole maintenant aux internautes par ma voix. Je vous donne leurs questions, vous apportez des réponses brèves au besoin. Alors, Abderrahman Nouhou dit « Quelles mesures sont à prendre pour les mairies sans revenus ?» Actuellement, la plupart des mairies dépendent des centimes additionnels communaux. On revient à la question de la baisse des revenus, etc. Ça va être dur pour certaines mairies. Ça va être dur pour certaines mairies, mais je dirais à M. Nourou qu'il faut travailler dans le renforcement des économies locales. Il faut développer d'autres niches de financement de la commune et pouvoir permettre aussi que de développer des approches intercommunales, mais aussi partenariats publics-privés. Les opérateurs économiques, les élites ont un grand rôle à jouer dans leur communauté, dans leur collectivité. Donc aujourd'hui, la commune n'est pas ce carcan de bureau là où le maire s'enferme avec ses collègues, mais je crois que c'est une entité de développement. Et qui, comme telle, avec des associations de développement, les élites, les partenaires de développement, les banques et autres, il faut voir comment développer
des approches économiques pour pouvoir permettre à la commune de ne plus seulement dépendre des CAC. Stéphane, toujours à propos des CAC, centimes additionnels communaux, comment se déroule le mécanisme de péréquation de ces CAC? Donc, disons que je ne suis pas technicien de la péréquation, spécialiste de la question. Mais je pourrais dire que pour nous, nous louons le fait que nous sommes l'un des rares pays qui a inventé la péréquation. Et c'est un symbole de solidarité nationale, pas seulement solidarité des peuples, c'est-à-dire que tout mais le monde aussi touche la quand même solidarité quelque chose. économique. Il y a un seuil minimum où on a mis toutes les communes pour qu'on fasse vivre chaque commune. Donc, que vous ayez des ressources naturelles, riches ou pas riches, il y a un minimum que la péréquation alloue, c'est-à-dire ce partage du gâteau national en termes économiques qui permet de penser à toutes les communes. Et maintenant, un autre prorata sera ajouté en fonction du potentiel naturel de chaque région. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut véritablement préserver. Alors, Albert Fonader dit, lutte contre la Covid-19, quelles sont les méthodes employées pour accentuer la prévention dans la commune de Ngulmakong? Vous en parliez tout à l'heure, vous avez été surpris, mais vous avez quand même agi. On a agi. La première, c'est la prise de conscience à travers la sensibilisation. Tant que le mental n'a pas changé, si l'homme du village et de la ville de Ngulmakong ne comprend pas que la mort est là, alors il ne va pas changer. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de temps pour sensibiliser. Et puis nous veillons à l'application des mesures. Le port des masques, nous avons distribué aux transporteurs, les mototaxis, en les ville enseignants. comme au village? En ville et comme au village. Les dons des chefs de l'État ont été repartis essentiellement dans les villages. Le parti qui est le mien, le RDPC, à travers la commission départementale, tous les lots qui ont été envoyés directement en milieu rural. Donc, la mise en place des seaux lave-mains et autres, des mesures, les détergents, c'est dans les services publics qu'on l'a fait et la décontamination des établissements. Donc nous continuons cette route. Nous avons fait une barrière au niveau de l'entrée de la région avec des thermoflash pour la température, pour essayer de faire laver les mains. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. Avant d'entrer dans Ngulmakong aujourd'hui, il faut montrer patte blanche. Voilà. On vérifie, la police vérifie. Si vous êtes porteur de masque, vous n'avez pas de masque, on vous fait descendre. Vous achetez un masque avant de repartir. Et surtout, je crois que c'est des gestes pédagogiques qui vont permettre véritablement à la société de changer. Figurez-vous que les gens ne se lavaient vraiment pas trop les mains. Et c'est une très bonne chose aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas lâcher. Même après la fin du Covid-19, il faudrait que les gens continuent à continuer à se laver les mains tout le temps. De ne pas s'embrasser trop partout et n'importe comment. Je crois que c'est... Benjamin Kenfak dit, un maire peut-il lancer un avis d'appel d'offres pour le recrutement d'une entreprise en vue de la construction d'une adduction d'eau? C'est exactement ce qui se fait aujourd'hui à travers ce qu'on appelle le système de passation des marchés publics. C'est-à-dire que nous avons une commission interne de passation des marchés. Quand nous avons un projet et que ce projet est validé au niveau du MINEPAT, du MINFI et toutes les structures acquises, il revient sous forme de projet à passer. Et un DAO, document d'appel d'offres, est publié. Des prestataires viennent, donc c'est le maire qui publie le DAO. Donc il lance un appel pour ceux qui se sentent capables de venir réaliser telle ou telle infrastructure. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc une fois que la commission a tranché, la sous-commission a analysé, ça tranche, le maître d'ouvrage publie, c'est lui qui est adjudicataire. Et voilà comment ça se passe. Et vous avez donc une entreprise privée qui vient réaliser l'infrastructure que vous avez commandée. C'est exactement ça qui se passe. Alors, Patrice Diatta dit, quels sont les revenus des mairies si une commune ne peut bénéficier de ses ressources naturelles? Les ressources naturelles de Ngulmakong, par exemple, lorsque vous les avez, vous les reversez simplement dans les caisses de Ngulmakong, si l'on ose dire, ou alors quelques sous vont ailleurs? Je pense qu'il pose là une question importante pour moi parce qu'elle me permet de révéler un problème. La décentralisation permet aux maires de gérer le patrimoine local. Certes, il y a encore des niveaux d'accès à ces ressources naturelles, mais nous pensons qu'il y a un niveau de ressources qui relève du maire. Et même quand c'est octroyé ou décidé par le ministère sectoriel au niveau central, on ne devrait pas oublier la fiscalité locale.
Mais il y a eu la mode des communes dites forestières à un moment donné qui avaient, dit-on, beaucoup d'argent, justement. Justement, mais là, les redevances forestières qui sont payées à la fois à la commune et aux riverains étaient versées dans les caisses centrales et réaffectées donc au niveau de ces communautés, avec un mode de gestion bien précis. Nous pensons que la même chose peut se faire au niveau des ressources minières, par exemple, des carrières. Moi, je suis propriétaire d'une carrière, mais il y a une société qui exploite ma carrière depuis 2-3 ans et la commune n'a pas reçu un seul copain. Malgré les revendications que nous avons faites, on nous oppose le fait que la loi aurait dit que quand c'est une concession pour utilité publique, c'est-à-dire pour une route, la commune n'a rien. Mais je pense que nous avons une loi sur la fiscalité locale. Il y a une loi sur la fiscalité nationale, une loi sur les finances locales et une loi sur les finances nationales. Vous avez posé le problème à qui? Nous avons posé les problèmes, non seulement au niveau du ministère sectoriel, de l'aide sectorielle au niveau régional, qui nous a donné raison. Ils sont revenus, ils ont fait appel. Nous avons même dû déjà écrire à notre ministère de tutelle pour dire qu'on ne peut pas laisser ça. Et même au niveau des retombées sociales, quand vous exploitez une carrière, il est quand même de bon ton que vous laissiez à cette localité-là un souvenir périn. Avec tout ce qu'il y a comme impact. Vous ne pouvez pas bitumer les routes ailleurs et ne pas bitumer au moins quelques kilomètres de route dans la ville où vous exploitez la ressource naturelle. C'est des choses qu'il faut voir. Est-ce qu'il faut qu'un maire fasse le pied de grue pour aller dans les ministères, qu'il marche à genoux pour qu'on comprenne un truc comme celui-là? Je trouve que c'est extrêmement... ça fait mal au cœur de voir comment tous les jours, on prend votre ressource naturelle. Là, vous êtes né. Vous n'interdisez pas à qui le droit de donner à qui il veut. Mais au moins que les droits des locaux soient respectés. Alors, même pour cette entreprise citoyenne-là, vous bitumez les routes ailleurs sans bitumer les routes d'Ongoulmakon. Est-ce que c'est normal? On vous demande à peine 1,8 km de route à bitumer. Mais tous les jours, vous sortez 30, 40 camions de gravier et qui vont ailleurs. C'est parce que nous ne sommes pas un peuple belliqueux. Mais vous savez bel et bien que les peuples les plus doux peuvent avoir aussi un instinct. On n'en est pas là, mais nous pensons qu'on a assez parlé fort pour qu'on nous vienne au secours. Il faut que ce problème se résolve. Ça a besoin d'équité. Oui, et normalement, ce n'est pas normal. Et vous savez, chez nous, vous n'êtes pas toujours d'accord avec tout le monde. Il y a même des concitoyens, des frères, qui pensent que vous pactisez même avec cette entreprise, c'est pour ça que rien ne se fait. Vous voyez comment le maire est jeté en pâture. On le traite de n'importe quoi, alors que quel est le maire qui serait content de ne laisser aucun souvenir? Je pense que la fierté d'un maire, c'est de partir. Quand il part, il dit, on restera dire au moins que à quoi a laissé telle route, il a laissé telle infrastructure. Je crois que c'est ça. Donc, c'est un problème important que la décentralisation devrait résoudre. Il ne s'agit pas d'arracher le pouvoir à qui que ce soit, mais on dit que chaque peuple a besoin d'équité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sylvain Gabi dit à quand le renouvellement du bureau exécutif des CVUC, communes et villes unies du Cameroun? Et puis ne faut-il pas envisager une femme maire, y compris de l'opposition, comme présidente des CVUC, pour insuffler une nouvelle dynamique à cette organisation-là? Disons... Vous êtes vice-président actuel des CVUC. Oui. Et vice-président actuel et qui gère la main courante des CVUC à l'heure actuelle. Donc, nous sommes en plein préparatif de l'Assemblée générale des CVUC. Une lettre circulaire de l'honorable Émile Anzé, avec la collaboration du Mindevel, est actuellement en train d'être exécutée sur le terrain. Ça veut dire qu'il y a déjà des... Je crois que la Damaou a tenu son conseil, son assemblée générale cette fin de semaine, ce samedi ou hier, je crois. L'Amvila, le Sud, à la fin du mois, le 28 et 29 de ce mois. Et chaque région... Dans les grandes manœuvres sont en train d'organiser, les grandes manœuvres ont commencé. Nous en reparlerons tout à l'heure. Pas des manœuvres politiciennes, mais des manœuvres associatives. Nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, une dernière question d'internaute. SM Mohamedou Aminou dit, Monsieur le maire, est-ce que le transfert de moins 15%
du budget de l'État aux collectivités territoriales décentralisées tel que prévu dans le Code général de la décentralisation est devenu une réalité dans votre commune? Il faut bien comprendre le message et la loi. Au sortir du vote du Code général des collectivités, le ministre de la décentralisation, son Excellence, M. Elangobam Georges, a bel et bien clarifié cette question. Il a dit que les 15% seront actés à partir de 2021. Parce que ce n'est que le 24 décembre que le chef de l'État a promulgué le Code général. Le budget était déjà... La loi de finances avait déjà été débattue et discutée à l'Assemblée. À l'Assemblée, et le budget avait déjà été voté. Donc nous sommes, comme qui dirait, dans une année transitoire, l'année 2020. C'est pour ça que l'inspecteur général tout à l'heure parlait des 100 millions. C'est le deuxième cycle des 100 millions de la DGD. Et nous pensons vivement qu'en 2021, donc, on va passer à un autre niveau de ressources. Donc, pour les 15% du budget, il est urgent d'attendre. Nous l'attendons et nous, comme on dit, nous plions les doigts pour que tout se passe bien et pour qu'on passe effectivement à cette phase qui est vivement attendue. Monsieur le maire, je vais proposer un troisième arrêt dans cette émission. Voici la semaine sociale d'actualité hebdo. C'est une signature de Rodrigue Bertrand-Tuel. Plusieurs centaines de nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été enregistrés au cours de la semaine. Des cas attendus de pied ferme dans les structures de prise en charge dont la mise en place s'est poursuivie à travers le triangle national. En témoigne l'annexe 2 de l'hôpital central de Yaoundé qui a accueilli ses premiers patients. Sur le front des dons pour l'observance des mesures barrières, la communauté éducative a été au centre de la sollicitude du chef de l'État. Au nom de l'ensemble de la communauté universitaire, j'ai dit merci au président de la République et je réitère notre engagement indéfectible à continuer de travailler pour le respect des mesures barrières. Toujours dans le domaine de la santé, André Mamafouda a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de PCA du CRASER et a pris l'engagement d'apporter sa contribution au rayonnement de la structure. Je ferai de mon mieux pour qu'au niveau du conseil d'administration, nous puissions accompagner la direction générale toujours pour une meilleure performance, pour une amélioration toujours constante de l'image et pour un rayonnement non seulement au niveau sous-régional, mais également international. Les installations du CRASER ont besoin d'électricité pour fonctionner et reçoivent, sans le savoir peut-être, l'énergie produite par le barrage de Memvele que le directeur général de l'EDC est allé visiter. Il ambitionne de booster sa capacité de production. Nous voulons passer à très court terme de 60 à 80 MW pour envoyer sur le réseau et connecté sud. Il y a un certain nombre de problèmes que nous allons régler et plus tard atteindre les 200 MW déjà une partie de l'année, mais aussi régler la question de l'eau, de l'hydrologie. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes porteurs de projets qui frappent aux portes du programme d'insertion socio-économique des jeunes. Programme dont l'enveloppe budgétaire de 6 milliards de francs CFA n'a pas connu de cure d'amaigrissement à la suite de l'ordonnance présidentielle modifiant la loi de finances 2020. Un coup de pouce qui va mettre du vent dans les voiles du programme. Ces jeunes entrepreneurs ne solliciteront pas Maître Francis Sama Asanga en cas de pépin juridique. L'ancien bâtonnier a définitivement rangé sa robe. L'avocature a pleuré et pleure encore, un géant qui a marqué la scène politique camerounaise et le droit électoral. Retour sur ce plateau avec notre invité pour ce qui va constituer la dernière ligne droite de notre entretien. Alors, monsieur le maire, on parlait tout à l'heure des communes et villes unies du Cameroun. Vous en êtes le vice-président. C'est un organisme qui sorte d'organe qui chapeaute un peu les communes camerounaises. Alors, le président n'est plus maire. L'un des vice-présidents est décédé, le docteur Adamounda Mdjoya. Il reste vous. CVUC, ça existe encore? Ça existe plus que jamais. Le CVUC existe. Et... Alors, tout à l'heure, l'internaute disait, pourquoi pas un maire de l'opposition à la tête des CVUC? Bon, c'est une question, il suppute.
C'est logique qu'ils puissent supputer. Mais ce que je pourrais dire, c'est que les CVUC, par rapport à ces missions, et ce que nous avons fait jusque-là, nous sommes une association, mais pas un syndicat. Nous ne sommes pas un syndicat de communes. Il y a des syndicats de communes dans les départements et d'autres peuvent faire des syndicats régionaux. Mais nous sommes l'association, l'unique association des élus locaux des communes et villes. Et à ce titre, nous pensons que nous avons des axes d'activité sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social et les missions vers nos membres. C'est ce que nous essayons. Nous sommes un organe fêtière. Donc en réalité, nous ne faisons pas la place des communes, nous accompagnons les communes et nous sommes une force de proposition pour l'État central. Vous êtes au-dessus des partis politiques? Très au-dessus. Je pense que c'est un autre actif. Nous avons réussi pendant plusieurs mandats, non seulement à consolider l'unité des collectivités, parce que nous nous sommes rendus compte que le pont, la route, l'eau, la seringue n'a pas la couleur d'un parti politique. Nous avons des enjeux à porter le bien-être aux populations, apporter des bancs, construire des écoles, faire des marchés. Et je ne pense pas que le maire aujourd'hui a d'autres types de préoccupations. Nous avons des chapelles politiques. Nos partis politiques auxquels nous avons adhéré avec conviction, c'est une autre chose. Mais quand nous sommes au CVUC, nous tenons aussi compte de la diversité des couleurs politiques au niveau des CVUC. Nous ne laissons pas un parti à la touche. Parce que chez nous, ce n'est pas le vote à la démocratie populaire. C'est-à-dire que parce que tel parti n'a qu'une seule commune ou deux, elle se retrouve hors jeu. Parce que c'est un partenaire. Et c'est pour ça que le peuple a voté ce parti pour être son représentant au niveau de la commune. Et nous tenons compte de ça. Ça nous permet donc de répondre à la question, pourquoi pas une femme? Il y a la légitimité. Mais je pense qu'il faut savoir raison garder. Est-ce que c'est certainement parce qu'on est l'opposition qu'on est toujours les meilleurs? Qui a dit ça? Qui a dit que parce qu'on porte le flambeau de l'opposition, on se donne des préjugés de meilleurs? Je pense qu'il faut être assez humble et modeste, surtout quand on est entre collègues, de se dire, chacun, si on se tient la main, avec beaucoup de synergie et de solidarité, nous pouvons relever le défi de la décentralisation. Ce n'est pas en faisant des sons de cloche différents que nous allons réussir le combat de la décentralisation, notamment accompagner l'État, revendiquer des choses qui ne sont pas toujours faciles à donner. Est-ce que c'est un discours de campagne électorale que vous tenez? Il se passe que les CVUC n'ont plus de tête en ce moment. Les CVUC sont en train de réorganiser les assemblées. Vous êtes candidat à la présidence? Je suis bel et bien candidat. Donc, mais ce n'est pas un discours, c'est le même discours, je suis cohérent dans tous les dossiers qu'on m'a confiés. J'ai toujours été pour ceux qui défendent la décentralisation et le développement local. Donc je pense que la commune est un enjeu. Quelle que soit la couleur du monsieur, la couleur du parti, du monsieur qui a la tête, il a un problème sérieux. C'est que fondamentalement, il doit apporter des solutions aux populations. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ce que nous essayons de construire au niveau des CVUC. Donc, il s'agirait de voir avec les collègues de qui peut être aujourd'hui porteur d'énergie pour pouvoir continuer le cheminement, le renforcement des CVUC pour relever les défis qui sont nombreux. On a annoncé l'augmentation des ressources, les défis vont être plus nombreux, les enjeux aussi. Les compétences aussi sont de plus en plus nécessaires pour piloter une telle structure. Il me semble que, de façon tout à fait humble, c'est une affaire de tous les maires qui verront qui peut être mis à telle place ou à telle autre. Parce qu'il n'y a pas que le président, il y a toute une équipe. Tout le bureau va être renouvelé. Tout le bureau va être renouvelé, tous les bureaux régionaux, tous les bureaux départementaux. Parce qu'il y a des bureaux régionaux, la région elle-même est un enjeu. Au moment où on parle de la mise en place du deuxième niveau de la collectivité qu'on appelle la région, quel sera le rôle d'une association CVC régionale, d'un bureau régional? Vous voyez que la lecture devient un peu plus complexe. Les enjeux deviennent plus importants. Au niveau départemental, qu'est-ce que les maires d'un même département doivent se dire? Et comment conduire les process de changement social? Donc, c'est beaucoup plus alléchant et beaucoup plus important que ça de penser que c'est pas quand on aura mis tel à la tête que c'est cela. Donc, il me semble que la femme, comme l'homme,
Les deux sont légitimement à même de pouvoir. L'opposant comme le partisan du pouvoir. Comme partisan. Déjà, je vais vous dire, paix à son âme, ce grand homme, le président Adamou Damdjoya, vous ne pouviez jamais savoir qu'il était. Il était vice-président. Vice-président, quand on travaillait, quand il y avait une cause commune, quand on se trouvait à l'extérieur du pays ou autre, il donnait ses arguments. Il y a notre vice-président, le maire de Pitois, qui est aujourd'hui, il était de l'UNDP aujourd'hui et de FNC. Bon, quand il parle commune, il parle avec beaucoup de cœur et de foi. On avait un président de commission qui était de l'UPC. Il ne disait pas, il ne venait pas à nos réunions avec un t-shirt rouge au crabe. Non. Il venait poser des problèmes fondamentaux de développement de sa localité, des écarts et autres. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et je pense que si nous avons compris ça, nous serons encore plus forts. Parce que je ne dis rien par rapport aux joutes politiciennes qui fragilisent et parfois pour reconstruire c'est très compliqué. Donc nous on joue à l'unité au renforcement du mouvement municipal. Parce qu'il y a des enjeux tant au niveau national qu'au niveau international. Nous devons affirmer notre présence au niveau international pour que le Cameroun fasse entendre sa voix, CGLUA, le Congrès des maires de l'Union des maires africains. Alors, l'Union européenne, c'est un enjeu. La Banque mondiale, c'est un enjeu. Et le Cameroun a aussi droit à avoir accès à ces structures pour renforcer les ressources de la décentralisation au Cameroun. Alors, une dernière question pour finir, Monsieur le maire. 4 mandats à la tête de la commune de Ngulmakong, ce sera bon à la fin? Ou alors vous vous dites, tant que le Très-Haut me le permet, je continue? Non, je dois être assez humble et remercier tous ceux qui jusqu'à ce jour m'ont fait confiance et de croire que ce n'est pas parce que j'aurais été un gladiateur que j'ai pu avoir 4 mandats. Mais je dirais aussi qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir 4 mandats dans une commune aujourd'hui, à l'heure de la démocratie. Donc je crois que c'est fort du travail que nous abattons au quotidien, de notre engagement social, de notre dévouement, que les populations ont pensé que je pouvais avoir ces 4 mandats. Mais je pense que si, après ces 4 mandats, je pourrais appeler à faire autre chose, ce serait encore bien. Parce que parfois, mes cousins, mes frères, les autres élites, il y avait 140 dossiers pour 25 places. J'ai eu pitié des commissions qui sont venues faire la sélection. Tout ce monde aspire à être maire. Alors, est-ce que nous allons nous cramponner là? Le peuple a sa voix aussi, c'est vrai, mais humainement, je pense que nous aurons apporté ce que nous pensions être le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, nous comptons, au cours de ce mandat, sur l'appui de toutes les élites, de toutes les forces vives, des femmes du village, du terroir, pour qu'ensemble on comprenne que c'est ensemble qu'on peut bâtir, pas dans l'antagonisme béat, pas dans des violences verbales, pas dans des préjugés. Quelqu'un ne vous connaît même pas et il vous qualifie de tout. Donc je crois que nous devons travailler ensemble et ce sera notre mérite d'avoir contribué au changement de notre localité. Je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité. Je suis ouvert à toutes les contributions parce que, et même, c'est maintenant qu'on prépare la relève. Si les gens sont cachés dans leur coin, ne veulent pas s'impliquer dans leur localité, aux affaires locales, vous n'irez pas les chercher dans leur coin. Il faut que les gens s'impliquent et se donnent à cœur ouvert à leur localité. Et ensemble, ils vont donc continuer ce que nous avons commencé. Monsieur Albert Anissé Akoa, maire de la commune de Ngulmakong et vice-président des CVUC, les communes et villes unies du Cameroun, vous étiez l'invité d'actualité de ce dimanche. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie énormément, monsieur Ibrahim Chérif. Je vous en prie. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Dimanche prochain est un autre jour. Bonsoir.